Le système éducatif français n'est pas ce qu'elle prétendait être. Bonjour, je m'appelle Catherine Tavella et je suis la mère d'une jeune fille qui a lutté contre les limites du système éducatif français depuis la maternelle, qui proclame que chaque enfant a le droit d'une éducation dans le cadre des valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. La APF, France Handicap, a dit concrétiser l'éducation, la scolarité et la formation inclusive depuis le secteur d'accueil de la petite enfance jusqu'à l'université, de la petite enfance à la majorité et au-delà de l'éducation. L'accès universel au savoir sont tout à la fois un droit fondamental et une obligation citoyenne. Aller à la crèche, la maternelle, à l'école, au collège et au lycée. Faire des études et se former de façon générale, avoir des activités éducatives et de loisirs avec les jeunes de son âge, quoi de plus naturel. Et pourtant, lorsque survient une situation de handicap, la réalité est souvent bien différente que pour les jeunes et leurs familles. Je confirme la véracité de cette déclaration. La réalité est bien différente. Existe-t-il d'autres lois sur la loi éducation? Bien sûr. La Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que toute personne a le droit à l'éducation. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et de libertés fondamentales. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Article 26. Encore un autre, c'est la Convention de la Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées qui réaffirme que les personnes en situation de handicap ne soient pas exclues sur le fondement de leur handicap du système d'enseignement général. Vous pouvez voir un annexe de l'article 24 à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Je me suis placée à plusieurs reprises et encore par cette vidéo dans une position sensible à un carrefour dans la vie de ma fille. Et j'ai décidé de raconter notre parcours personnel avec le système éducatif français, qui proclame une éducation pour tous et une opportunité égale pour nos enfants de grandir et de prospérer dans ce beau pays qui est la France. Pourquoi une situation sensible? Parce qu'au fil des années, j'ai compris que vous ne pouvez pas exprimer verbalement la vérité sans conséquence. Le système éducatif est et sera toujours irréprochable. Toute forme de contradiction, que ce soit envers n'importe quel enseignant dans notre cas, n'entraîne que le retrait de l'égalité de chance et de soutien de ceux qui vous croyez être adultes importants dans la vie de votre enfant. Ma fille et notre famille ont appris à la dure de ne pas faire confiance aux enseignantes de notre système éducatif ici en France. Ils se sentent en droit de choisir qui ils souhaitent soutenir et de faire progresser dans la vie et dans quelle manière. Ceux qui ne répondent pas à leurs normes pour quelque raison que ce soit sont mis à côté pour se défendre seuls. Veuillez noter que Dieu merci, tous les enseignants ne tombent pas dans le même panier. Mais sur les 14 ans où ma fille était dans ce système, je peux réellement compter sur un main combien d'enseignants lui ont donné une chance.
l'ont soutenu et l'ont aidé à essayer d'évaluer dans son développement cognitif. La plupart ont mis de côté, l'ont exclu du groupe, de la classe, pas autorisé à faire des sorties en classe, ou ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour prouver qu'ils avaient raison. Elle n'était pas à sa place dans la classe. En lui donnant des notes d'échec, comme exemple, de ne pas râper suffisamment de carottes dans le temps élu. Drôle ce dernier exemple, mais vrai. Je demandais à l'enseignant si le fait de réussir ses cours était vraiment basé sur le fait de râper une carotte ou la quantité bien sûr de cannelle qu'elle mettait dans son compote de pommes. Est-ce que ça ferait l'échec total de la classe? Et la réponse de l'enseignante était oui. Pouvez-vous imaginer l'échec d'une jeune fille parce qu'elle a mis plus de temps que ses camarades pour éplucher une carotte? Sans tenir compte du fait que cette même jeune fille est multidys, ce qui signifie des troubles dyslexiques, dyspraxiques pour un. Sans tenir compte du fait que cette jeune fille est TDAH et épileptique de sommeil. Permettez-moi de vous parler un peu de ma fille. Ma fille a eu son premier grande mal, crise, à 3 ans. C'est à cette époque qu'elle était détectée de TDAH. Mais parce que ces deux conditions médicales ne pouvaient pas être traitées en même temps, le traitement épileptique a pris la priorité. Après son 2e anniversaire, ma fille a vu son traitement retiré. Plus de crise. Oui, on était tellement plein de joie. Après une paralysie temporelle de côté droit et plusieurs années de thérapie, elle va remarquablement bien. L'école a continué d'être un défi et un traitement pour le TDAH a été mis en place. Nous y travaillons toujours. Notre fille a été déclarée handicapée et a obtenu l'MDPH, le droit de faire ajuster sa scolarité. Elle a passé une partie de sa journée scolaire à la maison à travailler sur des cours généraux qui avaient le plus de valeur dans son niveau scolaire global, tandis que je lui apprenais comment contourner ces défis. L'autre partie de la journée d'école était terminée dans sa classe avec ses camarades. Et pendant 3 ans, cet arrangement s'était relevé positif. Pourquoi? Parce que nous avions aussi une directrice de collège exceptionnelle qui était actuellement impliquée, mais quand elle a quitté l'école, le nouveau directeur était loin d'être impliqué et a exprimé son non-désir d'accompagner les enfants, notamment le nôtre, ayant des troubles d'apprentissage à sa charge. L'AVS qui a été attribuée à notre fille n'était pas formée et n'était aucune compréhension de son travail. Elle a ajouté au problème. Les enseignants n'ont pas du tout souvenu et encouragé notre fille et notre famille. Alors encore une fois, moi, sa mère, j'ai retiré ma fille de l'école vers la fin de sa 3e. Je l'ai aidée à préparer pour son brevet final. Cette décision n'était pas prise à la légère. Mais quand aucune enseignante se sont présentées à leur rendez-vous avec notre fille, rendez-vous prise par préparation pour l'examen de l'école, par l'enseignante elle-même, j'ai senti que c'était ma responsabilité de faire tout ce que je pouvais pour aider ma fille à passer son brevet de collège.
Ma fille a passé et a reçu son brevet de collège française. Notre famille a laissé derrière nous l'expérience négative et difficile de passer et aller de l'avant dans une nouvelle école, un nouveau programme et de nouveaux enseignantes. Notre fille, après des discussions avec le directeur adjoint du lycée professionnel de notre région, s'est orientée vers un CAP Petite Enfance. Elle était tellement excitée, c'était son rêve, travailler avec les petits enfants. Le directeur adjoint a convenu, donc je suis déçue de ne pas avoir enregistré, que notre fille serait soutenue par le secteur professionnel de leur lycée et que l'aide requise serait organisée. La joie et l'excitation de notre fille sont rapidement devenues un cauchemar pour elle et pour nous ses parents. Son estime de soi et sa confiance en soi étaient durement frappées. L'enseignant principal de première année voulait qu'elle change d'orientation. Cet enseignant ne voulait rien adapter pour elle à cette attitude, a suivi la deuxième année à la dernière année de son école de notre fille dans ce lycée. Nous avons crié à l'aide en essayant désespérément de faire comprendre à l'enseignant que notre fille avait des droits, qui n'appliquent pas ou n'appliquent pas à des moments très restreints. Une réunion exigeante pour mettre en place un PPS pour notre fille n'était jamais été organisée dans son première année de CAP. Et notre droit a retenu. La dernière année, l'école est avec un nouveau professeur principal. Notre famille a eu cette réunion et organisé son PPS. Mais 3/4 de l'année déjà terminée. C'est assez inutile. Surtout quand l'enseignant et le directeur, qui n'avaient aucune idée de la complexité de le faire, soutenaient ses enseignants contre l'élève, restant dans leur position. À leur meilleur jugement, notre fille n'avait pas besoin de prendre des dispositions pour des rangements des cours. Il est pour moi très choquant que ces soi-disant professionnels de système éducatif l'emportent sur le diagnostic de toute profession médicale. Le représentant de l'MDPH présent à la réunion a reconnu l'attitude de l'école envers notre fille, présente elle-même dans la réunion. Le refus d'accepter de soutenir et aider notre fille à obtenir son diplôme. De même devant les parents et les représentants de l'MDPH, la maltraitance verbale de notre fille était constatée. Donc, si cette non-conformité aux droits d'un enfant en tant d'étudiant handicapé était bien documentée, vous vous demandez quel est le résultat? Absolument rien. Oui, les enfants handicapés, sur toutes les formes, ont le droit d'aller à l'école en France. Mais il y a une grande mais. Le système éducatif n'est pas franchi la prochaine étape avec ces enfants. Pour le système qui enregistre simplement ces enfants, s'assoit dans les classes, remplit leurs obligations envers la loi des Nations Unies, donnant à tous les enfants le droit d'une éducation égale à celle de leurs camarades. Pour ce système, si l'enfant ne peut pas suivre comme tout le monde, c'est tant pis pour lui. Ils ont leur chance et leurs droits étaient respectés. Le plus triste, c'est qu'aux yeux de notre système éducatif, les handicapés sont visuellement visibles, mais pas tous les handicaps sont visibles. Il y a plus d'handicaps non visibles que les handicaps visibles.
Le système doit moderniser sa façon de penser. Le système scolaire doit évoluer vers une génération et sortir de l'âge de pierre. Les enseignants doivent eux-mêmes recevoir une éducation appropriée dans leur apprentissage pour les jeunes élèves, ce qu'ils ont en face d'eux dans la classe. Les enfants sont plus avancés techniquement, plus ouverts au monde actuel, plus d'informations à leur disposition que jamais. La flexibilité, la créativité, le droit à la pensée individuelle doivent être au premier plan. Nos valeurs nationales doivent être plus que des mots et une belle bannière sur les bâtiments gouvernementaux. L'action, pas simplement les mots, renforce la confiance en ceux qui gouvernent le peuple. Ma fille est victime d'incompétence d'un système éducatif. Elle est victime de non-égalité et de préjugés pour la communauté handicap de France. Le niveau de son estime en soi, le concept de soi et son identité au sein de la communauté, la société est à l'épreuve de la ségrégation dans un monde moderne des citoyens handicapés. Pendant le COVID-19, mon mari et moi-même, nous sommes assis avec notre fille découragée et avons dit de considérer ces moments de confinement comme une opportunité d'appliquer les différentes façons pédagogiques à ses devoirs scolaires et de donner un dernier effort pour augmenter ses notes générales. Elle a pu le faire. Nous étions et restons fiers des efforts déployés par notre jeune fille pour mener à bien les missions qui lui a été confiées. Le tableau en ligne des notes de lycée de notre fille a montré qu'elle avait réussi, qu'elle recevrait son CAP. Après consultation avec l'académie de notre région, les enseignants, tout le travail accompli après les consultations avec l'académie de région et avec les enseignants ensemble, tout le travail accompli pendant le confinement de COVID-19 n'était plus valable. Notre fille a reçu cette nouvelle de son professeur principal et donc une note de référence non favorable a été soumise à l'académie pour son CAP. Notons ici que pendant le confinement, notre fille a reçu tellement de devoirs comme tout autre enfant et même avec l'aide de nous, ses parents, ils ont été presque impossibles de terminer. Mais elle a fait. Après de très longues heures et de stress, notre fille a malheureusement dû reprendre ses médicaments épileptiques en raison de crises nocturnes mineures. Elle a reçu des médicaments anti-stress, anti-crise d'angoisse et maintenant son médicament de TDAH a été ajusté. Il ne lui reste aucune option pour poursuivre ses études au cours de la prochaine année scolaire et nous récupérons une fille brisée, démoralisée et sans envie de faire autre chose. Pour un gouvernement proclamant cette année de nouvelles mesures pour mieux intégrer nos enfants handicapés dans la vie scolaire, ils ont certainement échoué avec notre fille. Alors que je contactais des médecins cette semaine, j'avais un spécialiste qui n'était pas de toute surprise de l'état de ma fille et que le système éducatif national n'était pas physiquement venu en son aide. Elle m'a informé que je dois me rappeler qu'à 16 ans, la loi stipule qu'aucune adolescente n'est obligée d'aller à l'école.
Cette médecin a estimé que le système appliquant cette loi encadre notre fille. Comme elle n'aide pas à être à l'école, les enseignants n'ont pas à faire d'efforts pour aller au-delà de leurs efforts quotidiens pour aider une jeune qui ne peut pas gérer le programme elle-même. Le médecin, selon elle, a déclaré que notre fille a été mise à côté. Mais elle n'est pas le seul. Je vais finir là. Il y a tellement de choses que je pouvais continuer à partager. Mais j'ai déjà partagé l'idée globale et la raison par laquelle que j'ai fait cette vidéo. Beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions et derrière ces mots que j'ai écrits. Je voulais l'écrire, ces paroles, et publier ces paroles parce que je voulais rester concentrée sur les faits, concentrée sur les lois, les réalités des choses, de la vie quotidienne d'un enfant handicapé, et pas appliquer toute l'émotion d'une mère et des parents, de ces enfants merveilleux qui peuvent apporter tellement à notre société. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour votre attention.